Bonjour à tous. On va attendre encore une toute petite minute pour laisser le temps au maximum de participants de pouvoir entrer dans la rencontre. Ce ne sera pas bien long. Est-ce que tu es prête, André? Oui, oui. Comme toujours. Super. Et merci à tout le monde d'être présent avec nous ce midi. C'est devenu un peu une tradition chez Cara de participer puis d'animer un webinaire sur les prochains indicateurs à suivre au courant de la prochaine année. Donc, on est super heureux de vous avoir avec nous ce midi pour la prochaine heure pour qu'on puisse regarder les indicateurs de 2026 ensemble. Donc, voici le résumé un peu de la prochaine heure. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, tout d'abord, ma collègue et moi, on va se présenter. Ensuite, on va faire un petit résumé des prochaines activités qui sont à venir. On va refaire un récapitulatif sur tout ce qui se passe sur les tableaux de bord RH et ensuite, on va pouvoir commencer à parler des indicateurs de 2026. Donc, notre équipe a analysé quels sont les enjeux de la prochaine année et quels pourraient être les indicateurs intéressants pour votre équipe de mesurer. Donc, on vous a préparé des indicateurs un peu plus complexes et des indicateurs complémentaires. André va vous présenter tout ça au courant de la prochaine heure. Et finalement, on va conclure notre heure avec une période de questions. Donc, tout au long de la présentation, je vous invite à partager vraiment vos questions, mais on va vraiment les prendre et on va y répondre uniquement à la fin afin de nous assurer comme de quoi on ne soit pas trop interrompu. Donc, qui nous sommes? Super facile. Nous sommes Cara Analytics, Cara RH. Donc, nous sommes une équipe de 9 personnes complètement dédiées à l'analytique RH. Donc, on existe officiellement depuis janvier de cette année, donc depuis janvier 2025. Donc, nous, on est issu d'une firme qui s'occupe du BI, mais on est chez Cara vraiment responsable de tout ce qui est valorisation de la donnée en ressources humaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on offre une vaste gamme de services qui entourent l'analytique en ressources humaines. On vous aide, que ce soit en vous accompagnant dans votre initiative. On vous aide en formant vos équipes. On peut vous faire des audits de qualité des données pour s'assurer que vous respectez les bonnes bases, donc les bonnes fondations pour votre projet d'analytique, parce que veut pas, c'est bien beau d'avoir des indicateurs, de pouvoir faire des analyses et d'éventuellement d'arriver à faire du prédictif, mais si la donnée en arrière n'est pas bonne, ben veut pas, les analystes vont en découler, ne le seront pas. Donc, on vous aide à nettoyer cette donnée-là que vous avez dans vos systèmes. On a une solution de sondage également qui permet de coupler et de, je dirais, mixer de la donnée qui est active de vos employés, donc leur opinion, par exemple, à la donnée passive qui se retrouve dans vos systèmes. Et finalement, on a une solution d'analytique RH qui s'appelle Cara Analytics. Donc, Cara Analytics, c'est plus de 350 indicateurs répartis dans différents modules, des tableaux de bord préconfigurés, la possibilité d'en créer, des analyses également préconfigurées sur certains enjeux RH, mais c'est également des modèles prédictifs pour vous dire qui est à risque de quitter votre organisation, qui est à risque de partir en invalidité si la tendance se maintient, et surtout combien tout ça va coûter à votre organisation. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter parce que ce que vous voyez actuellement à gauche, c'est vraiment une liste de clients de Cara. Donc, ce sont des organisations d'ici qui utilisent notre solution d'analytique RH pour pouvoir accroître et pouvoir gagner en maturité dans le domaine. Donc, je nous présente, tout d'abord, je vais vous présenter ma collègue. Vous la connaissez certainement, donc c'est André Laforge. Donc, vous la connaissez certainement des nombreuses tribunes auxquelles elle a participé sur le domaine de l'analytique RH, où vous avez certainement déjà lu un de ses blogs sur l'analytique RH aussi. On est super heureux de l'avoir avec nous encore une fois ce midi parce qu'elle fait partie du top 50 mondial des influenceurs dans le domaine de l'analytique RH. Donc, encore une fois, André, merci d'être avec nous ce midi et merci de nous partager tes connaissances sur le domaine. Et
Finalement, aussi, qui je suis moi. Donc, je m'appelle Émilie Ruel. Si vous ne me connaissez pas, je suis conseillère en analytique RH chez Cara. Donc, ça fait maintenant 10 ans que j'accompagne André dans le domaine. Moi, mon rôle principalement, c'est de venir discuter avec les organisations, donc de discuter de vos enjeux, de discuter de vos besoins en matière d'analytique RH, afin de nous assurer que notre offre et que nos services demeurent toujours alignés sur vos besoins. Et finalement, la dernière étape avant qu'on commence nos prochaines activités. Euh, Aujourd'hui, vous allez recevoir un lien vers un sondage de satisfaction. Donc, c'est super important d'y répondre, notamment parce que ça nous permet, André et moi, de nous améliorer de fois en fois. Mais ça nous permet également de déterminer c'est quoi les sujets qui vous intéressent en lien avec l'analytique RH. Donc, comme ça, on les prend et c'est ce qui va venir influencer justement les sujets qui seront abordés lors de nos prochains webinaires. Donc, aujourd'hui, avant même la fin de la journée, vous allez recevoir un lien vers le sondage. Je vous invite à y répondre en grand nombre. Et ensuite, en janvier, donc au retour des vacances quand même, vous allez recevoir la présentation qu'on fait ce midi ainsi que le lien vers l'enregistrement. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de capture d'écran, s'il vous plaît. Pas besoin de prendre de notes. On va vous envoyer tout le matériel qu'on va avoir vu ce midi. Sinon, aussi, quelque chose qui peut être intéressant, le présent webinaire va être offert le 21 janvier prochain en anglais. Donc, si vous avez des proches qui sont anglophones, un réseau anglophone, ou si vous avez des collègues également qui parlent en anglais, le présent webinaire va être offert le 21 janvier prochain. Je vais vous mettre le lien vers le formulaire d'inscription dans le chat. On vous invite à le partager avec votre réseau si cela vous intéresse. Sinon, ensuite, les prochaines activités auxquelles on va participer. Donc, André et moi serons à Paris les 28 et 29 janvier prochains à l'occasion du HR Technology France. Donc, il s'agit du plus grand rassemblement de technologie RH en Europe. Donc, si vous jamais vous êtes dans le coin, si jamais les technologies en ressources humaines vous intéressent au niveau mondial, c'est un événement à ne pas manquer. Donc, on vous invite à y participer. Je vais vous mettre le lien également vers l'événement dans le chat au courant des prochaines minutes. Et finalement, la dernière activité que je vais vous parler aussi, auquel on va participer, c'est le sommet de l'innovation Tech RH. Donc, il s'agit justement du rassemblement des technologies en ressources humaines, mais cela, c'est beaucoup plus local. Donc, ce sont les technologies qu'on a ici au Canada, principalement au Québec. Donc, si jamais vous voulez participer à cette activité-là, le formulaire d'inscription, je vais vous mettre le lien dans le chat au courant des prochaines minutes. Et voilà, on commence. On va parler des tableaux de bord RH. Donc, tout d'abord, pourquoi revoir votre tableau de bord chaque année? Donc, ceci est c'est pas une slide qu'on présente à chaque année, mais on vous fait un rappel à chaque année pour vous dire à quel point c'est important de revoir votre tableau de bord RH au minimalement une fois par année. Sinon, ce n'est pas à chaque trimestre ou à chaque fois que votre organisation peut se retrouver chamboulée. Donc, pourquoi c'est super important? Tout d'abord, parce que les priorités stratégiques de votre organisation évoluent. Donc, vos enjeux d'affaires peuvent évoluer. Vous êtes possiblement en croissance. Vous vivez peut-être des enjeux d'efficacité. Vos priorités sont sur l'innovation. Donc, vos priorités évoluent au sein de votre organisation. Donc, il est important que vos indicateurs soient rattachés à ces priorités-là. Donc, votre indicateur qui était pertinent peut-être l'année dernière ne se retrouve peut-être plus aussi pertinent cette année et il ne reflète plus vraiment les priorités actuelles de votre organisation. Ensuite, le deuxième point, l'environnement externe se transforme constamment. Donc, on le voit, il y a des nouveaux risques qui apparaissent, notamment en lien avec l'IA, donc l'intelligence artificielle. Le marché du travail évolue. Il y a des nouvelles réglementations qui peuvent apparaître. Le contexte économique évolue. On l'a vu beaucoup au courant de l'année dernière. Donc, c'est vraiment important que votre tableau de bord reste aligné avec ces tendances-là et les réalités qui ont lieu en ce moment. Ensuite, vous avancez dans votre maturité en analytique RH. Ça, c'est quelque chose qu'on voit également beaucoup. Pourquoi? Parce que certaines organisations ont amorcé un projet d'analytique RH l'année dernière, l'année d'avant. Donc, veut pas, vous gagnez en maturité, vous gagnez en crédibilité, vous gagnez également en assurance. Donc, ce qui semblait peut-être complexe à mesurer l'année dernière devient peut-être mesurable cette année parce que justement, vous avez inclus des nouvelles données dans vos systèmes, vous avez inclus des nouvelles manières de segmenter l'information. Donc, vous pouvez introduire, si c'est le cas, progressivement des indicateurs un petit peu plus prédictifs ou qui poussent davantage à l'action au sein de votre organisation. Ensuite, le quatrième point, certains indicateurs deviennent, puis là,
morts. Ce que je veux dire par ils deviennent morts, c'est qu'ils ne suscitent plus la discussion au sein de votre organisation. Donc, il y a des indicateurs qui étaient possiblement, justement, comme on disait, importants au courant de la dernière année, mais qu'ils ne sont plus vraiment. Donc, par exemple, un indicateur qui s'est stabilisé, qui ne bouge pas vraiment, il ne suscite plus vraiment la discussion, il ne mène pas vraiment à apporter aucune action concrète au sein de votre organisation, puis particulièrement, il ne contribue plus à faire une prise de décision. Donc, je peux vous donner, par exemple, euh, un taux de roulement qui est stable à 5% par trimestre, qui ne bouge pas vraiment. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous emmener à vraiment prendre des décisions stratégiques au sein de votre organisation? Peut-être pas. Est-ce que c'est quelque chose que votre gestionnaire veut voir et qui va le pousser à prendre des nouvelles décisions, des nouvelles, qui va vous aider justement à prendre un virage vers des nouvelles initiatives? Possiblement pas. Donc, peut-être que cet indicateur-là n'est plus aussi important pour votre organisation qu'il ne l'était auparavant. Et à l'inverse, de nouveaux enjeux émergent, donc de nouveaux indicateurs aussi peuvent émerger, donc changement, par exemple, de leadership au sein de votre organisation. Vous avez peut-être des enjeux de transformation numérique, transformation à l'interne. Une pénurie, par exemple, pour des talents critiques. Vous êtes peut-être également en fusion ou en restructuration. Donc, votre tableau de bord, comme on le dit à chaque année, doit être vivant et il doit refléter l'état de votre organisation. Donc, si de nouveaux enjeux arrivent, de nouveaux indicateurs doivent également être intégrés à votre tableau de bord. Et comme je viens de dire, votre tableau de bord est vivant. Donc, ça vous force aussi à faire une mise à jour régulière de votre tableau de bord et ça va venir renforcer aussi la crédibilité de votre département RH. Pourquoi? Parce qu'en montrant que les indicateurs évoluent au même rythme que votre organisation, bien, ça démontre comme de quoi vous êtes toujours à l'affût et ça vous démontre également que vous avez une capacité à anticiper certaines actions plutôt qu'à simplement rapporter ce qui s'est passé par le passé au sein de votre organisation. Donc, c'est là pour moi. André, je veux que tu parles de nos prochains enjeux et comment tu as été inspiré justement pour ta sélection. OK. Fait que je vais partager mon bout de présentation. Là, tu me diras, Amy, quand vous allez voir. Fait que là, je vais me remettre. Je m'excuse. Hein. Je vais me remettre à la bonne slide. Fait que là, OK, On voit, c'est parfait. c'est parfait. OK, ben qu'est-ce qui nous a inspiré à choisir les indicateurs que vous allez voir? Mais c'est 3 sources très concrètes, là. Donc, ce qui se passe dans l'actualité, puis aussi ce qui se passe dans le monde des RH. Ça nous inspire beaucoup. Puis je vous dirais surtout, qu'est-ce que nos clients vivent sur le terrain. Donc, la première tendance, c'est l'adoption accélérée de l'intelligence artificielle. Y a-t-il une journée où vous n'entendez pas parler d'intelligence artificielle? En tout cas, moi, non. Parce que l'IA, c'est en train de transformer notre façon de travailler. Puis, ça crée de nouvelles exigences en matière de compétences. Ça nous force, les organisations, à revoir tous nos processus, puis ça nous force aussi à revoir nos compétences. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'indicateurs RH sans tenir compte de l'impact de l'intelligence artificielle sur les rôles, les compétences et l'organisation du travail. La deuxième tendance, c'est la pression qu'on voit sur la productivité. On va se le dire franchement, tout le monde essaye de faire plus avec moins. Mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les équipes sont de plus en plus sollicitées. Parfois, elles sont tout simplement à bout de souffle. Fait que oui, mesurer la performance, c'est important, mais si on mesure juste la performance sans regarder la charge réelle des équipes, on passe vraiment à côté de quelque chose. C'est pour ça que dans les indicateurs, on s'intéresse aussi à la santé organisationnelle, la santé opérationnelle des équipes. La surcharge, les signaux d'essoufflement, les petits drapeaux jaunes qui apparaissent avant que ça se passe. La troisième tendance, c'est la pénurie de compétences critiques. Avant, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. On le voit un peu moins, mais c'est vraiment les compétences critiques qu'on voit davantage. Fait que malgré tous les outils qu'on a, malgré l'automatisation, il y a encore des expertises qui sont vraiment difficiles à trouver. Puis quand on les trouve, le vrai défi, c'est de les garder et de ne pas perdre le savoir quand ces personnes-là quittent l'organisation.
Donc, les organisations qui s'en sortent le mieux sont celles qui développent leur monde à l'interne, qui misent sur la mobilité interne, puis qui prennent au sérieux le transfert des connaissances. La quatrième tendance, c'est le leadership. On l'a vu dans les dernières années, peu importe les initiatives de transformation, que ce soit technologique, organisationnelle ou culturelle, si le leadership ne suit pas, ça ne marche pas. Donc, la qualité de la communication, la confiance envers les gestionnaires, la capacité d'embarquer les équipes, tout ça, ça a un impact énorme sur le succès des transformations. Fait que non, ce n'est pas juste une question de stratégie ou d'outils, c'est une question aussi de leadership. La cinquième tendance, c'est basé sur les données. Et celle-là, je l'aime. C'est basé sur les décisions, prendre nos décisions basées sur les données. Celle-là, je l'aime tout particulièrement. C'est que les organisations, elles ne veulent plus juste comprendre ce qui s'est passé. Elles veulent savoir ce qui s'en vient et surtout agir avant que les problèmes apparaissent. On est tranquillement en train de sortir du reporting plus purement descriptif. Ce qu'on voyait là, par le passé, être capable de sortir un tableau de bord, mais un tableau de bord qui nous montre ce qui s'est passé hier, avant-hier, dans le dernier trimestre, dans l'année dernière. Mais on s'en va plus vers des indicateurs plus prédictifs, plus orientés vers l'action. Et la sixième tendance, c'est qu'au Québec, il y a eu aussi un contexte bien précis à prendre en compte. C'est la loi 27. Cette loi-là vient renforcer les obligations des employeurs en matière de prévention des risques psychosociaux. Puis concrètement, ça change la game. Ça veut dire qu'on ne peut plus se contenter de regarder l'absentéisme ou le roulement après coup. Il faut être capable de démontrer qu'on surveille les risques et qu'on intervient au bon moment. C'est là que des indicateurs comme la surcharge chronique, le moral des équipes ou certains signaux faibles deviennent vraiment stratégiques. C'est donc à partir de ces 6 tendances-là qu'on a bâti les indicateurs que vous allez voir aujourd'hui. Êtes-vous prêts à commencer? Donc, si on regarde les indicateurs RH de 2026, puis là, on a pris chacune là, des tendances, puis tenté de trouver des indicateurs qui pourraient être liés à ces tendances-là. Fait qu'on va commencer par le premier thème dont on vous a parlé, là, c'est l'IA. Donc, la préparation aux compétences d'avenir. L'intelligence artificielle, c'est en train de transformer les rôles et les façons de travailler, qu'on le veuille ou non. OK? Ça, même si ça ne nous tente pas, c'est là, puis on n'a pas le choix. Ça veut donc dire que les organisations qui n'investissent pas actuellement dans les compétences clés risquent de prendre du retard et ce retard-là, il va être difficile à rattraper. Quand on parle de compétences, on parle de 2 grandes familles. OK? Puis là, c'est moi qui dis ça, il existe plus que d'autres. Il existe d'autres familles de compétences, mais on va se concentrer là aujourd'hui sur deux grandes familles, soit les compétences numériques essentielles. Et là, on parle d'être capable d'utiliser les données. On appelle ça là, le data literacy. Comprendre ce que fait l'IA et ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Là, on parle de AI literacy. Et tout simplement être à l'aise avec les outils technologiques, l'automatisation, les logiciels, les outils collaboratifs. Fait on va dire en gros, là, c'est ça, là, les compétences numériques essentielles. Mais il n'y a pas que le côté techno, il y a aussi les compétences humaines. Ces compétences-là deviennent encore plus importantes avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Là, ici, on parle de communication claire, de résolution de problèmes, de pensée critique, d'adaptabilité, de capacité à apprendre rapidement. Donc, le premier indicateur qu'on propose ici, c'est mesurer la proportion d'employés qui possèdent déjà ces compétences-là. Quand le pourcentage est faible, ce n'est pas juste un constat, c'est vraiment un risque stratégique. Ça veut dire que la technologie évolue plus vite que les capacités internes, ce qui peut freiner l'innovation et augmenter la dépendance aux consultants externes. Donc, premier indicateur, pourcentage d'employés possédant les compétences d'avenir. Maintenant, soyons réalistes, on est une petite PME, on n'a pas encore une cartographie complète des compétences.
Donc, dans ce cas-là, un indicateur qui pourrait être une genre de bouée de sauvetage, mais qui est plus simple à calculer, c'est le pourcentage d'employés qui ont suivi au moins une formation liée à l'IA ou au numérique dans la dernière année. C'est un indicateur qui est quand même assez accessible, facile à mesurer et qui donne déjà un bon signal sur l'adoption puis la mobilisation. Maintenant, on pourrait aussi ajouter le pourcentage de gestionnaires ayant reçu une formation sur l'IA et surtout sur les impacts de l'IA. Ou encore le pourcentage des équipes qui ont intégré l'IA dans leur travail de tous les jours, que ce soit au moins dans un processus ou un projet spécifique. Fait que voilà, en gros. C'est comme ça qu'on va procéder pour tous les autres indicateurs. On donne l'indicateur le plus intéressant, mais on vous donne aussi quelques indicateurs de repli si on veut. Allons-y maintenant avec le deuxième indicateur, la productivité durable des équipes. On parle beaucoup d'efficacité, productivité, mais on ne se pose pas toujours la vraie question. Est-ce que nos équipes sont capables de soutenir ce rythme-là? C'est ça qu'on entend là, par productivité durable. L'indicateur, puis là, cet indicateur-là, c'est vraiment un indicateur avancé, mais moi, j'aime ça, les indicateurs avancés. On propose de mesurer le pourcentage des équipes qui sont en surcharge chronique. Pour moi, là, une surcharge, ça ne se voit pas avec un seul chiffre. Ça se voit quand plusieurs signaux sont allumés en même temps et qui convergent. Par exemple, plus d'heures supplémentaires, plus d'absence, une baisse d'engagement, des signaux de détresse psychologique, du roulement volontaire ou une performance qui commence à décliner ou à chuter. Fait que concrètement, là, on parle d'un indice de risque humain qui est basé sur des données qu'on a déjà disponibles dans la majorité des organisations. OK? Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est d'utiliser 3 signaux là, parmi ce que j'ai nommé. Puis, habituellement, ça va tout être mesurable dans votre SIRH ou via des outils de sondage ou des données que vous avez à l'interne. Par exemple, heures supplémentaires élevées, absentéisme accru, que ce soit pour cause de maladie ou des gens qui ont des absences fréquentes, la baisse du moral ou d'engagement, ça peut provenir d'un sondage Pulse ou de votre INPS. Les signaux de détresse psychologique, ça peut venir d'un Pulse encore, de l'autodéclaration, mais ça peut être vu par une augmentation de l'utilisation des programmes d'aide aux employés. Ça peut être vu aussi dans des commentaires de sondage. Le roulement volontaire, bien ça, si notre roulement volontaire est en hausse, c'est peut-être un signal, ou la performance en baisse. Donc, comment on fait ça concrètement? Là? Donc, pour chaque équipe, service, unité ou département, là, on regarde simplement si le signal est présent ou non. OK? Donc, si le signal dépasse un certain seuil, comme par exemple, si on prend les heures supplémentaires, puis là, je vais dire un chiffre parce que c'est plus facile, là, mais ça ne veut pas dire que c'est le chiffre qu'il faut utiliser. Supposons que nos heures supplémentaires dépassent de 10 heures par employé par mois, bien, c'est ça notre seuil. Donc, à chaque fois qu'un employé dépasse ce seuil-là, bien, ça donne un point, OK? Fait que là, on fait le calcul des points ensuite, et là, on fait le total, puis on est capable d'avoir, là, par équipe, les équipes qui ont le plus de points, bien, c'est celles qui sont les plus en surcharge. Donc, l'intérêt de cet indicateur-là, c'est qu'il permet d'intervenir avant que ça coûte cher. OK? Puis quand je dis que ça coûte cher, c'est que ça coûte cher humainement et financièrement. Puis ça, c'est trop complexe. Je peux comprendre que ça peut sembler complexe. Il existe des très bons indicateurs de repli. Il faut suivre simplement, par exemple, la proportion d'équipes qui dépassent un seuil d'heures supplémentaires. Ça, c'est facile, très parlant, et ça donne déjà un bon portrait des zones dans votre organisation où il y a de la pression. Là, je vous entends déjà. Bien, chez nous, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Hein, quand on est, ça arrive, ça, dans des organisations où il y a beaucoup de professionnels, on fait beaucoup d'heures supplémentaires, mais ce n'est pas comptabilisé nulle part. Fait que voilà, il va falloir peut-être trouver autre chose. On pourrait peut-être aller, dans ce cas-là, plus avec l'absentéisme, vous voyez, ou aller avec le roulement.
Euh, on peut aussi ajouter un autre indicateur qui est un indicateur qu'on va aller chercher par un petit sondage pulse, là, le niveau d'énergie ou de capacité perçue. On pourrait rien qu'avoir une seule question, par exemple, là, dans les 2 dernières semaines, j'avais l'énergie nécessaire pour accomplir mon travail. OK? Fait qu'on a une échelle 1 à 5, les gens répondent. Puis on vient comptabiliser ça. Pourquoi c'est utile? Bien, c'est un signal humain direct. Souvent plus facile à obtenir que des données opérationnelles qu'il faut qu'on aille chercher dans nos systèmes. Et surtout, bien, ça vient combiner le ressenti des employés avec la charge réelle de travail. OK? Fait que voilà là, les 2 indicateurs de repli. Regardons maintenant mobilité interne et compétences critiques. Avec la pénurie de talent qu'on vit présentement, recruter n'est plus suffisant. Les organisations qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui développent à l'interne, donc qui développent leur propre talent. Autrement dit, celles qui sont capables de se nourrir de l'interne. On le voit beaucoup là, dans les organisations, la mobilité interne, c'est beaucoup plus suivi que ça l'était auparavant. Mais ici, l'indicateur qu'on vous propose, c'est le pourcentage des postes clés qui ont été comblés à l'interne. Quand ce pourcentage-là est élevé, c'est un très bon signal. Ça démontre que vous êtes mature au niveau RH et que vous avez une bonne résilience organisationnelle. Ça veut dire que l'organisation est capable de valoriser son capital humain. Okay? Donc, elle est capable de se nourrir à l'interne. Pour les organisations qui débutent là, avec tout ce qui est plan de relève puis développement des compétences internes, puis qui n'ont pas encore une structure très avancée, bien, on pourrait regarder un indicateur plus de base, le pourcentage des postes clés pour lequel un successeur potentiel a été identifié. Donc, on regarde, de un, il faut commencer par déterminer c'est quoi un poste clé, puis allez pas dire que tous les postes sont clés. OK, il y en a qui sont plus critiques que d'autres. Donc, c'est la première chose, c'est d'identifier nos postes clés. Et ensuite, d'aller voir, bien, pour chacun de ces postes clés-là, si la personne qui est dans quitte, qui pourrait remplacer? Est-ce qu'on a quelqu'un à l'interne, même s'il n'est pas prêt, là, la personne n'a pas été, peut-être pas encore prête, mais est-ce qu'on est capable d'identifier un successeur sur ce poste-là? Un autre indicateur complémentaire, là, encore plus facile, c'est le taux de rétention des talents clés ou des talents critiques. OK? Donc, ici, le taux de rétention, là, je vous donnerai pas la formule. On l'a déjà exprimé assez souvent, cette formule-là. Ce n'est pas l'inverse du taux de roulement. Mais c'est vraiment là, le pourcentage des talents identifiés comme essentiels qui restent dans l'organisation. Donc, parce que si on perd un talent clé ou un talent stratégique, on perd plus qu'une personne. On perd un peu aussi de la mémoire organisationnelle, on perd des compétences rares. La mobilité interne devient pratiquement impossible là, quand on perd de ces gens-là dans notre organisation. Finalement, un indicateur qui pourrait aussi être calculé, c'est le délai moyen pour combler un poste critique. Mais en comparant le délai moyen à l'interne versus le délai moyen à l'externe. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on regarde simplement le nombre de jours nécessaires pour combler un rôle clé à l'interne versus un recrutement externe. Dans la majorité des cas, un poste comblé à l'interne est habituellement plus rapide. Mais c'est plus rapide. Qui dit plus rapide dit moins coûteux et plus efficace. Et c'est cet indicateur-là qui permet de démontrer concrètement le ROI de la mobilité interne. Puis là, comment on calcule ça? Là? Bien, le délai commence le jour où le poste est officiellement ouvert et se termine lorsque le candidat accepte l'offre ou entre en poste. C'est vous qui décidez. Voilà, fait que ça fait le tour pour mobilité interne. Oups, je suis allée trop vite. Désolée. Maintenant, coût du roulement des talents clés. On le sait, tous les départs ne se valent pas. Okay? Perdre un talent clé, ce n'est pas juste un enjeu de recrutement. On parle de perte de savoir, on parle de délai opérationnel, on parle d'impact sur l'équipe, d'impact sur les clients.
Et très souvent aussi, on parle d'une baisse de productivité pour toute l'équipe. Donc, l'indicateur ici qu'on propose, c'est de mesurer le coût du roulement des talents clés. Donc, pas le coût du roulement de tous les gens qui quittent, mais seulement de nos talents clés. Et on met ça en relation avec notre masse salariale totale. OK? Pourquoi? Parce qu'on traduit enfin un enjeu RH en langage financier. Et ça, honnêtement, les dirigeants, les VP Finances, ils adorent ça. Ça permet surtout aussi de prioriser c'est où que ça fait mal et c'est où qu'on doit agir en premier. Bon, calculer le coût du roulement, c'est pas simple. Il y a des petites façons de l'estimer. OK? Puis, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un qui quitte dans notre organisation, ça coûte entre 30 à 200 du salaire. Dites-vous que quand c'est un talent clé, c'est pas 30 OK? On est plus autour du 200 OK? Fait que dites-vous ça. Fait que c'est peut-être une façon, là, peut-être de l'estimer. Donc, pour les organisations qui ne sont pas encore prêtes à estimer là, les coûts du roulement, il existe un très bon indicateur de départ qui est le taux de roulement des talents clés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le nombre de talents clés qui ont quitté l'organisation et on le divise par le nombre moyen de talents clés, pas le nombre moyen d'employés, vraiment le nombre moyen de talents clés. Donc, même si on ne chiffre pas ça en dollars, c'est déjà un excellent signal des zones à risque dans votre organisation. Ce que ça veut dire aussi, c'est que vous avez identifié vos talents clés. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est super important. Tantôt, on parlait des postes clés, là. Il y a le lien à faire aussi avec les talents clés. Donc, les personnes dans votre organisation qui sont identifiés comme talents clés. Puis comment on fait pour les identifier? Ben, c'est soit vos performants, vos hauts potentiels, les gens qui occupent des postes critiques aussi, habituellement, c'est des talents clés. Un indicateur complémentaire aussi, ça pourrait être le pourcentage des départs classés comme regrettables ou dysfonctionnels. On parle ici de départ d'employés qui étaient performants, expérimentés ou qui occupaient des rôles critiques. Pourquoi c'est essentiel? Parce que c'est pas tant combien de gens quittent, c'est plutôt c'est qui quitte. Un seul départ regrettable là, peut coûter plus cher que 5 départs non critiques. Un autre indicateur, le temps moyen pour remplacer un talent clé, ce qu'on appelle souvent le time to replace. Ce n'est pas nécessairement ici le délai moyen d'embauche, là. C'est plus le nombre moyen de jours nécessaires pour remplacer un employé qui est identifié comme clé ou critique. Plus ce délai est long, plus les coûts cachés explosent. Comme je le dis, on va vraiment un petit peu plus loin que le simple délai d'embauche. Le temps pour remplacer un talent clé commence à la date de fin d'emploi du talent clé qui a quitté, OK? Donc, la journée que la personne quitte. Puis ça se termine lorsque la personne qui remplace est pleinement opérationnelle. C'est important parce qu'on peut être en poste sans être encore vraiment fonctionnel, OK? Et opérationnel. Donc là, ça va un petit peu plus loin là, que juste la date d'arrivée en poste. Passons maintenant au niveau, à l'autre, la confiance envers le leadership. Ça, c'est un indicateur que j'ai probablement déjà, je ne pense pas que c'était en 2024, 2025, c'est peut-être en 2024. Je n'ai pas regardé là, mes anciens indicateurs, mais pour moi, la confiance envers le leadership, c'est un indicateur qu'on devrait mesurer depuis des années parce qu'on devrait aussi voir si la confiance fluctue. C'est super important. On l'a appris à la dure là, durant les dernières années. On s'est bien aperçu que les transformations n'échouent pas à cause des outils. Elles échouent parce que les équipes n'embarquent pas. Puis au cœur de ça, ben, il y a le leadership. OK? Il y a les gestionnaires qui sont là en place. Quand la confiance envers les gestionnaires est faible, quand la communication est floue,
quand les équipes ne comprennent pas pourquoi les décisions sont prises, même les meilleures stratégies finissent par mourir. C'est pour ça qu'on ne peut plus parler de transformation. Excusez-moi, je suis en train de mourir. Hey, on ne peut plus parler de transformation sans mesurer ce qui se passe du côté humain. Donc, l'indicateur qu'on propose, c'est le score de confiance envers le gestionnaire. Concrètement, ça mesure dans quelle mesure les employés font confiance au gestionnaire, se sentent soutenus, croient que les décisions sont cohérentes et justes. C'est un indicateur de la capacité d'une organisation à réussir ses transformations. Pourquoi c'est important? Parce qu'un faible score de confiance est souvent un signal avant-coureur. Un signal avant-coureur de quoi? Bien, de résistance au changement, de désengagement, de fatigue organisationnelle. Okay? Fait que ce score-là, habituellement, il va venir dans un sondage, puis il pourrait être une section, là, un thème dans votre sondage de mobilisation. Pour les organisations qui débutent ou qui veulent quelque chose de très simple, un mini sondage suffit, OK? Un mini ou un sondage pulse, là, comme vous voulez. Une ou deux questions bien choisies. Par exemple, j'ai confiance en mon gestionnaire pour me soutenir dans les changements qui nous touchent sur une échelle de 1 à 5. Okay? C'est simple, c'est rapide à déployer et ça donne un signal très clair. On pourrait aussi enrichir cet indicateur en croisant avec d'autres données de roulement, d'absentéisme, ou même la participation aux initiatives de transformation. Quand on met tout ça ensemble, là, on commence à voir très clairement où les transformations ont des chances de réussir, puis où elles risquent de bloquer. Fait que voilà, j'avais quoi? Ah oui, j'avais les communications. On pourrait aussi regarder juste la communication. Est-ce que les employés perçoivent que les communications sont claires? Ou on pourrait aussi regarder, prendre dans notre sondage de mobilisation, puis regarder le taux de mobilisation par gestionnaire. Fait que ça peut nous donner un indice là, dans nos gestionnaires où il y a davantage de mobilisation, ben, c'est tant mieux. Où c'est plus bas, ben, c'est peut-être là où on risque d'avoir des problèmes. Je regarde l'heure, on est correct. Maintenant, bon, on termine, c'est mon dernier, avec un indicateur qui est particulièrement d'actualité depuis je pense que c'est le 6 octobre, exactement, là, en tout cas, c'était début octobre. Au Québec, c'est dû à la loi 27, là, le pourcentage d'équipes présentant un risque psychosocial élevé. Puis, comme je le dis, là, c'est ayez à l'esprit la loi 27 qui nous dit d'identifier, d'évaluer et prévenir des risques psychosociaux à l'échelle des équipes. Concrètement, on parle d'un indicateur basé sur la présence d'au moins 2 signaux qui convergeraient. Par exemple, un climat de travail détérioré, une surcharge persistante, des conflits, de la détresse psychologique déclarée ou des incidents rapportés. Et donc, on pourrait y aller avec un sondage, mais pas juste avec le sondage. J'irais aussi, je regarderais, là, puis tu sais, l'indicateur de risque humain qu'on a parlé, c'était pas le premier, mais le deuxième, ben, il peut peut-être venir vous aider, là, avec la loi 27, cet indicateur-là. Là. Donc, habituellement, on dit, là, ben, habituellement, ici, on vous dit 2 risques, là, deux signaux. Donc, le score de climat de travail par équipe, hein, avec des questions comme l'ambiance dans mon équipe est respectueuse et collaborative, je me sens soutenue par mon gestionnaire et mes collègues. Et
Ça, on va le voir, là, cet indicateur-là, vous allez le voir, il va apparaître bien avant que commence l'absentéisme ou bien avant qu'arrive le roulement, là, quand ça commence à se détériorer. On pourrait aussi prendre un indicateur beaucoup plus simple, là, le pourcentage de gestionnaires ayant reçu une formation sur les risques psychosociaux. OK? Pourquoi c'est important? Parce que ça facilite la prévention, ça renforce la conformité à la loi 27 et ça améliore la qualité des interventions sur le terrain. On parle aussi souvent du pourcentage d'employés en invalidité psychologique. Ça, c'est un indicateur aussi qui revient là, année après année. Je pense qu'on l'avait l'année passée ou peut-être l'année d'avant. C'est un indicateur important parce qu'il révèle l'impact réel et concret sur la santé mentale des employés. C'est un signal que l'organisation ne peut pas ignorer. OK? Notre pourcentage d'employés en invalidité psychologique augmente. Il y a un problème, mais il est peut-être trop tard là, à ce moment-là. OK? On n'est pas en prévention, on est en constatation. Fait que, il faut être très clair. Le pourcentage d'invalidité psychologique, c'est un indicateur de conséquence. En anglais, on dit un lagging indicator. Ce n'est pas un indicateur de prévention. Il ne permet pas de détecter les problèmes en amont. Il fait juste dire on a eu un problème, puis voilà la conséquence. Mais cependant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de le calculer, OK? Puis de le regarder. Puis peut-être aussi que si vous mettez en place des initiatives, ben, vous allez peut-être voir que cet indicateur-là diminue. OK? Fait que je ne dis pas qu'il n'est pas important. Les lagging indicators là, ou les indicateurs de conséquences sont importants, mais ce n'est pas avec ces indicateurs-là que vous allez faire de la prévention. Fait que voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour des indicateurs qu'on voulait vous présenter. Fait que, petite conclusion, là, les indicateurs RH, là, c'est pas juste un outil de reporting. Il faut que ça devienne vraiment des leviers stratégiques. Les 6 indicateurs que je vous ai proposés aujourd'hui sont, en tout cas, on a voulu qu'ils soient pensés pour anticiper les principaux, là, quand on vous présentait les principaux. Dans ceux qui étaient plus des indicateurs plus faciles ou de repli, bon, là, c'est des indicateurs qui vous permettent moins d'anticiper. Mais on veut vraiment que les indicateurs vous aident à anticiper les risques liés au talent, vous aident à anticiper les enjeux de capacité, vous aident à anticiper les transformations organisationnelles. Il faut que vous utilisiez, on n'est plus juste là, dans le taux de roulement, OK, dans le taux de roulement volontaire et involontaire. Il faut que vous soyez capable de segmenter vos indicateurs, puis que vous soyez capable d'utiliser plusieurs indicateurs ensemble pour faire des indicateurs, des indices composites. Vous débutez en analytique, peut-être, OK, on va commencer par la base, mais je pense qu'en 2026, là, la base, il faut qu'elle soit maîtrisée. OK, il faut que vous soyez en avant de tout ça, puis que vous soyez maintenant plus juste dans le descriptif, mais que vous utilisez des indicateurs plus prédictifs. Puis que là, on va aller plus loin, puis d'utiliser des analyses prédictives. Puis dites-vous que le travail que vous avez fait sur vos indicateurs descriptifs, le travail que vous avez fait sur la qualité de vos données, ben dites-vous que ça, c'est le premier jalon pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Parce que si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, puis vous le faites sur de la donnée qui n'est pas de qualité, qui n'a pas été nettoyée, ben, l'intelligence artificielle va vous sortir des hallucinations incroyables. Donc, faites attention d'aller trop vite. La base, c'est de bien maîtriser votre descriptif, bien maîtriser la qualité de vos données et ensuite, vous pourrez penser à aller vers des indicateurs prédictifs, vers des analyses prédictives et là, l'intelligence artificielle va pouvoir vraiment vous aider à être plus performant dans l'utilisation de vos données. Voilà. Je m'arrête ici. Fait que, Amy, je ne sais pas. Oui, ben on va commencer bientôt la période.
Ouais. Oui, On va vas-y, commencer je te bientôt la laisse. période de questions. Toutefois, juste à titre de rappel, voici les prochaines activités qui arrivent. Donc, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous allez recevoir le sondage de satisfaction. Donc, encore une fois, on vous invite à répondre en grand nombre parce que vous pouvez influencer c'est quoi les prochains sujets qui vont être abordés lors de nos prochains webinaires. Donc, et vous nous aidez chaque fois à nous améliorer. Donc, on vous invite à y répondre en grand nombre. Je vous ai mis également dans le chat le lien vers le webinaire, le présent webinaire qui va être offert en anglais le 21 janvier. Donc, si vous voulez partager à travers vos réseaux ou à travers justement vos collègues anglophones, on est toujours heureux de les avoir. Et sinon, les 2 prochaines activités auxquelles on va participer, André et moi, principalement, ça va être le HR Technologies France. Donc, nous serons à Paris les 28 et 29 janvier prochains à l'occasion justement du plus grand salon européen sur les technologies RH. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. Et la prochaine activité au Québec, donc c'est le sommet de l'innovation Tech RH. Donc, encore une fois, c'est l'ancien HR Tech, c'est le nouveau HR Tech. Donc, c'est un salon qui porte exclusivement sur les technologies. Donc, si le sujet vous intéresse sur les technologies en ressources humaines, on va être là et on vous invite en grand nombre. Et maintenant, on va pouvoir commencer la période de questions. Je vais activer vos micros, donc vous allez pouvoir les ouvrir et poser directement vos questions. Ou vous pouvez également les poser dans le chat, il n'y a pas de problème. Ne soyez pas gênés. Si vous trouvez que j'ai halluciné, vous pouvez me le dire. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir d'écouter vos commentaires. Est-ce que c'était trop ou est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des indicateurs que vous ne comprenez pas? Allez-y, je vous écoute. J'imagine, André, parce que moi, je vais t'en poser Non. des questions. Ah, je savais. Moi, mais tu ne me les as pas envoyés d'avance. Ah, mais je le sais que tu es capable. Je le sais. Tantôt, on a parlé du temps moyen pour remplacer un talent clé. Donc, on a Oui, parlé de la date du départ jusqu'à la date où la personne qui va venir remplacer est pleinement opérationnelle. Encore une oui. fois, j'imagine que c'est important de venir segmenter, à savoir si ça va être un recrutement interne ou un recrutement qui va être fait à l'externe pour venir un peu maximiser les plans de développement de nos talents ou de venir justement dire comme de quoi à quel point c'est important de développer nos talents à l'interne. Ben, écoute, Amy, c'est une très bonne suggestion que tu fais. Je n'y avais même pas pensé. Fait que oui, écoute, tu sais, dans Cara, on peut faire ça, là. C'est un recrutement interne, un recrutement externe, puis être capable de voir les délais dépendamment du recrutement. Fait que oui, effectivement, ça peut donner aussi plus d'armes pour vos programmes de mobilité interne, hein, de voir que quand c'est un recrutement interne, les délais sont plus courts et ça le devrait. Habituellement, ça l'est plus court, là. Fait que voilà, oui, très bonne suggestion, Amy. OK. Merci. Je vais aller voir dans le chat s'il y a d'autres questions. Ben, C'est bon, quelques ben, questions. c'était clair. On va dire que c'était clair. On va dire que c'était clair. Puis, on a parlé aussi, André, tableau de bord, comment transformer le tableau de bord qui est plus un reporting vraiment en levier stratégique. Donc, tu as parlé de combiner des indicateurs, de segmenter. Sinon, ce serait quoi une autre recommandation que tu aurais à ce niveau-là? Comment on peut faire en sorte que notre tableau de bord soit beaucoup plus stratégique puis serve à la prise de décision? Ben, écoute, de un, la première chose, il faut que ça soit aligné avec les stratégies d'affaires de l'organisation, là. Fait qu'il faut que ce soit aligné avec vos besoins. Des fois, je vois les gens, ils publient des indicateurs parce que, bon, ça fait 10 ans qu'ils publient ça ou euh, parce que les gestionnaires sont habitués de le voir. OK, ils sont habitués de voir ça. Tu en as parlé un petit peu tantôt du taux de roulement, là. C'était avec une organisation, puis j'espère qu'ils ne sont pas là. J'espère qu'ils ne sont pas dans ça. J'étais avec une organisation l'autre jour, puis eux, ils publient le taux de roulement volontaire. Puis, il faut qu'ils donnent une explication sur le taux de roulement volontaire. Puis, écoute, le taux de roulement volontaire chez eux, là, il est bas. Puis, quand je dis bas, là, c'est bas. OK? Bas, là, comme dans 2 OK? Ça se peut pas. OK? Ils n'en ont pas de roulement.
Fait que je leur ai dit, qu'est-ce que ça donne à tous les trimestres de venir dire, ben notre taux de roulement, puis tu sais, quand il y a une personne par trimestre qui quitte, ou deux, ou trois, OK? J'ai dit, ça donne absolument rien de mettre ça dans le tableau de bord puis d'expliquer pourquoi c'est bas. Enlevez-moi ça. Mais là, eux autres, leur grande crainte, OK? Leur grande crainte, c'est que les gestionnaires sont habitués de voir le taux de roulement. Puis s'ils ne le voient plus, ils vont paniquer. Là. Ils vont se dire, hein, mais pourquoi qu'on ne le voit plus? Mais je veux dire, ça ne donne rien de mettre un taux de. Puis moi, je mettrais le taux. Je me poserais davantage de questions sur comment ça se fait que les gens s'en vont pas. Là. Parce que c'est pas vrai que les gens, tous les pas bons restent. Là. Il y a peut-être un autre problème là, à identifier. Là. Fait qu'il faut faire attention là, avec les vieilles habitudes de publier des indicateurs. Se poser vraiment la question, cet indicateur-là, est-ce qu'il me permet de faire? Est-ce qu'il me permet de prendre de meilleures décisions? Est-ce qu'il me permet de poser un diagnostic sur ce qui se passe dans mon organisation? Fait que, il faut faire attention. Des indicateurs composites, moi, je trouve que c'est intéressant. Un indice de risque humain, je pense qu'on va le voir de plus en plus sur les tableaux de bord. Je vous le dis, je ne l'ai pas vu souvent. Là. Je ne l'ai pas vu souvent. Mais je pense que ça va être important de mettre en place des indicateurs de risque humain. D'être capable de mettre dans votre tableau de bord aussi de la donnée, des résultats de sondage. Ça aussi, il faut faire attention. Souvent, je vais voir sur un tableau de bord des indicateurs qui vont varier à tous les mois, mais on fait un sondage annuel. Ça ne donne pas grand-chose là, de montrer votre indice de mobilisation à tous les mois puis qu'il ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas? Ben parce qu'on fait un sondage annuel. Fait que là, peut-être se poser la question, oui, on monte l'indice de mobilisation provenant de notre sondage annuel sur votre tableau de bord que vous montrez mensuellement. C'est peut-être pas l'endroit pour le mettre. Là. Il y a toutes ces questions-là là, qu'il faut se poser quand on bâtit un tableau de bord. Puis, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Ça a l'air tout le temps simple, là, mais c'est pas si simple que ça. Bon, j'ai fait un gros monologue, là. C'était pour passer le temps. C'est correct. Ah, ah, on a une Auriez-vous des question. livres ou des formations pouvant aider à mieux informer sur les data analytics en tenant Hey, compte de l'IA et autres? Meilleurs ouvrages sur les ouais. indicateurs RH et SST. Oh, ben, ça, hey, écoute, honnêtement, dernièrement, j'ai pas lu de livre, mais je sais qu'il y en a un qui vient de sortir. Mais j'en ai pas lu sur Data Analytics et IA, OK? Mais c'est certain qu'il y en a qui commencent à sortir. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la salle et qu'ils en ont vu, là. Mais ça me j'en ai vu un, mais écoute, j'ai pas eu le temps de lire dernièrement là, là-dessus. Moi, qui je suis, puis là, quand je dis suivre, qui je suis et non pas qui je suis David Green, parce que lui, souvent, va parler de ces sujets-là. Josh Burstyn, un peu, mais j'aime mieux David Green parce qu'il y a plus je vous dirais qu'il y a plus une vision moins américaine et plus mondiale, européenne de la chose. Ces deux experts-là, David Green et Josh Burstyn, peut-être, ça pourrait être deux personnes à suivre On a au fait niveau. un blog Oui, dernièrement sur les personnalités à suivre dans le domaine de l'analytique RH. Ça peut être vraiment intéressant. oui, Je sais qu'à travers justement ces personnes-là, il y avait David Marr qui a publié un livre justement How to Use AI, Analytics and Data. Donc, ouais, mais lui, c'est pas RH, là, Amy. ouais. Il n'est pas RH. Lui, c'est vraiment at large, là, données at large. Il n'est pas focusé RH. Tandis que David Green et Josh Burstyn sont vraiment talent RH. Voilà. Pour ceux et celles que ça peut intéresser justement sur les personnalités à suivre, vous pouvez aller voir directement sur notre blog, sur le site de Cara RH. Si vous ne le trouvez pas ou si vous voulez un accès plus rapide justement à cette information-là, je vous invite à m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer justement, ce courriel-là. Ouais.
Donc, Good. nous n'avons Bon, pas d'autres questions pour aujourd'hui. Donc, on tient vraiment à vous remercier d'avoir passé la dernière heure avec nous, d'avoir regardé les tendances, les prochains enjeux RH de la prochaine année et d'avoir regardé avec nous, effectivement, les indicateurs à suivre en 2026. Donc, on vous remercie et au plaisir de vous revoir bientôt. merci. Au revoir.